La réception, c'est tellement important en termes de timing et en termes de garantie que tu la trouves, dans le code, civil, à l'article 1792-6 et là, il y avait mon client, il y avait pas le CCMIS, mais c'est pas grave, il est pas obligé d'être là, il y avait son avocat et pendant la plaidoirie, le président, nous interrompt et nous dit: «Mais pourquoi on fait pas une médiation en fait, J'estime qu'il y en a qui abusent un petit peu quand même parfois. Mmh. Oui, il y a tout ça qui va pas, tout ça qui va pas. Bah, en fait, mettez-le nous par écrit. Si l'expert est là le jour J, bah, ce délai de 1 semaine, il saute. Bienvenue dans le podcast En Business Soyons Cash, qui a pour vocation de traiter avec franchise et authenticité les questions encore trop tabous liées à la gestion d'entreprise. Je suis Pauline Thiboux, anciennement huissier de justice. Ça fait 12 ans que je baigne dans le milieu du recouvrement et des procédures judiciaires. Et je vois au quotidien des chefs d'entreprise confrontés aux impayés qui sont perdus. Ils ne savent pas comment faire ni comment réagir. Malheureusement, ils répètent toujours les mêmes erreurs. Ces erreurs les mènent parfois jusqu'à la faillite. En France, 60 000 entreprises font faillite chaque année. 90% de ces entreprises sont des TPE-PME. Ce podcast vise à éveiller les consciences autour de la relation client, du juridique, du leadership et du cash dans le business. Avec mes invités, je vais vous partager toutes les bonnes pratiques à adopter pour sécuriser votre risque client, éviter les impayés et développer sereinement votre entreprise. Hello Clem, Salut. ça va? Ouais. Je suis trop contente de t'avoir sur l'épisode du podcast. Donc, En Business Soyons Cash, je te rappelle un peu le cadre du podcast pour que tu puisses te le remettre en tête et qu'on le remette en tête aussi aux personnes qui nous écoutent. L'idée de ce podcast, c'est de venir sensibiliser les chefs d'entreprise et notamment les personnes qui travaillent dans la construction et le bâtiment, mais pas que. Mais là, on est sur un épisode spécialement pour eux, sur les risques qu'ils prennent avec leurs clients. Sur toute la chaîne de leur parcours client, de la conclusion d'un contrat jusqu'à la fin d'un chantier pour ce qui nous concerne. Et l'idée aujourd'hui, c'était de te faire intervenir sur les réceptions de chantier. Pourquoi? Parce que dans le secteur du bâtiment, on est vraiment sur un secteur qui est tendu en ce moment économiquement, avec des grosses défaillances de promoteurs, avec des effets en chaîne sur les entreprises du bâtiment et les petites entreprises du bâtiment notamment, que ce soit dans le gros œuvre ou dans le second œuvre, avec des effets décalés un petit peu dans la durée, puisque les premiers concernés sont dans le gros œuvre et le second œuvre, bah, ça commence quand même à se voir et à arriver. Et en fait, ce que je me rends compte au quotidien dans les dossiers qu'on a en recouvrement, notamment, c'est que les réceptions de chantier ne sont pas du tout cadrées. C'est-à-dire qu'au début, on va avoir des devis qui sont bien faits, un chantier qui déroule à peu près, et à la fin, pas de réception, et on ouvre des failles énormes avec des fins de chantier qui sont hyper litigieuses, des retenues de garantie complètement démesurées, et des artisans qui sont complètement perdus et savent pas comment faire pour sécuriser cette fin de chantier. Donc l'idée C'est un aujourd'hui, cauchemar. voilà, c'est un cauchemar. L'idée aujourd'hui, c'est que tu viennes du coup nous parler de tout ça avec ton style, avec ta mascotte également qui nous accompagne sur le plateau. C'est trop super. Coucou Vaille. Et donc, voilà, l'idée, en gardant le sérieux qui va avec le sujet, mais sur un ton qu'on te connaît, c'est pour ça aussi que je t'ai invité, qui se veut accessible, euh, décontracté aussi. Le but, c'est pas d'aller assommer tout le monde, mais de vraiment comprendre et surtout d'avoir une conscience des enjeux. Donc, pour recontextualiser quand même aussi pourquoi Clémentine. Clémentine, je te connais et on se connaît depuis assez longtemps. Vas-y, calcule. Voilà, suffisamment longtemps, au moins Ça fait plus de 10 ans. 10-15 ans, je dirais presque, peut-être pas 15, mais à peu près. On s'est connus en fac aussi par l'intermédiaire de ton mari qui était un ami de promo à moi, qui t'a rencontré. Bon, bref, on va pas refaire l'histoire. Vas-y, on peut, là, t'as 2 heures. On peut, non, on n'a pas 2 heures, je crois. Et puis, ça n'intéresse pas forcément les gens qui nous écoutent. Mais en tout cas, l'idée, c'est que. Donc, ensuite, on est aussi au quotidien presque ensemble, puisqu'on partage aussi un groupe BNI dans lequel on est membres toutes les deux. On partage une vision du business et une vision du métier assez similaire. Donc, je suis vraiment super contente de t'accueillir sur le podcast pour que tu puisses nous parler de ce sujet hyper important pour nos clients. T'es prête? Ouais, vas-y. Allez, ça va se passer en plusieurs temps. On va te présenter déjà un peu plus en détail pour comprendre qui tu es. Et ensuite, on va vraiment parler de la réception de chantier en tant que telle. C'est quoi une réception de chantier? Tu vas pouvoir nous partager ensuite une anecdote, enfin un cas client que tu avais eu sur si ça se passe mal dans un chantier, comment on fait. Et un mot enfin sur les retenues de garantie à la fin de l'épisode. OK? Allez, ça marche. Allez, c'est parti. Donc Clémentine, comme tu es une personnalité atypique,
On va te présenter de façon atypique. Et j'avais comme idée de faire ton portrait chinois. Donc, on recontextualise. Tu es avocate en droit de la construction et droit du dommage corporel. Si tu étais, Clémentine, un métier, est-ce que tu serais avocate? Non. Ça commence bien. Je l'avais dit qu'elle était atypique. Non, non, bah d'abord parce que j'ai pas voulu être avocate depuis que j'étais petite et que je l'ai fait sur le tard. Non, mais un métier, ça serait ça serait architecte parce qu'en fait, en comparant là ce que je vis dans mon métier, en fait, mes dossiers ne suivent pas des rails ou un moule. En fait, mes dossiers, pour moi, c'est une création parce que chaque dossier est différent et chaque client est différent, chaque entité est différente. Et du coup, bah, c'est pas forcément la même stratégie. Donc, tu construis vraiment tout de A à Z et tu vois si le résultat est là ou pas. Si Et ça voilà, tient debout, quoi. pour moi, c'est une vraie création en fait à chaque fois. Comme un archi. Ouais. Comme un archi. Trop bien. Si tu étais un animal, vaille, un petit chien, elle grogne à côté. Parce qu'elle kiffe son moment là. Ouais, c'est ça, elle est bien. Si tu étais un art, Ah ben, si j'étais un art, ça serait le dessin et la bande dessinée, mais parce que l'illustration, ça me suit depuis toute petite. Donc, on n'est pas à l'abri de voir des choses de moi illustrées. trop bien. L'illustration, j'ai eu la chance de voir des dessins Ouais. sur ton site. Il y en a aussi d'ailleurs. Ouais, alors ceux-là, pour moi, ils sont très, 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 très simples. Voilà. Pour moi, non. Pour moi, pour non, toi, mais. non. Mais pour moi, c'est très, très simple. Mais non, l'idée, c'est à un moment donné de faire un livre illustré, tu vois, un roman illustré, soit sur ma matière, soit sur le métier, mais quelque chose qui fait qu'on a une autre vision. Comme ça, on fait tomber les préjugés. Et puis l'avocat est vu comme une personne et pas juste comme quelqu'un qui doit faire le job pour un client. Trop bien. Ça me parle. Si tu étais un instrument de musique, Ah bah une guitare basse. Une guitare basse, alors je triche un peu quand je te réponds ça parce que je suis bassiste, que j'ai un groupe. Et en fait, la guitare basse, c'est monotone dans le sens où tu peux faire que de la mélodie avec, enfin de la mélodie, c'est du rythme. Mais sans basse, en fait, le groupe, il fonctionne pas. Comme tu dis, sans batterie, ça fonctionne pas. Tu peux faire ce que tu veux avec un piano, avec une guitare, avec n'importe, tu vois, mais sans guitare basse, t'as pas la solidité de ton morceau, en fait. Tu vois? guitare basse. Ça se rejoint un petit peu tout ça finalement, parce que Ouais. sans l'avocat dans le cadre d'une procédure, il se passe pas grand-chose non plus quand on Non? est sur des sujets un peu plus techniques. Hyper intéressant. Si tu étais un lieu, Une station de ski. Une station de ski parce qu'en fait que ça soit en hiver ou que ça soit en été, bah, en fait, voilà, c'est ouvert, tu vas. Et c'est un lieu qui s'adapte à tout. C'est-à-dire que, voilà, l'hiver, tu sais que tu vas skier ou en tout cas, tu vas faire les activités d'hiver. Mais c'est aussi accessible l'été parce que, du coup, ça change du tout au tout et tu vas faire la descente en trotte, tu vas faire du VTT, les télésièges, ils sont encore accessibles et cetera. Et en fait, tu te casses pas la tête, quoi, tu viens comme tu tu vois? ouais, Un il y en peu a pour tout le monde aussi, parce que même si on veut pas faire de ski ou pas faire de sport, on peut juste faire détente, ski Oui, bar, tu vois. c'est à C'est ça que pas je mal pense quand je aussi. dis: «Tu viens comme t'es», c'est-à-dire tu veux faire de la rando, ben, voilà, tu prends tes petits pieds, tes chaussures de marche, c'est un peu mieux, mais et tu vas, quoi. Et c'est quelque chose qui est hyper accessible, que ça soit sur le plan financier, que ça soit sur le plan juste, «OK, qu'est-ce que je fais? Vas-y, je monte en montagne». Trop bien. Voilà, je trouve ça assez, assez simple comme lieu et en même temps, c'est tellement riche que, pour moi, ça me fascine. Donc ouais, si c'était un lieu, ça serait ça. Trop bien. Si tu devais nous dire, c'est quoi le déclic qui t'a fait basculer pour être avocate? Tu nous as dit au début que bah, j'ai pas forcément voulu faire ce métier. Et donc, c'est quoi qui t'a poussé et qui t'a encouragé à faire ce métier? Ah! Bah, devine, tiens. On Non, t'a c'est un piqué au vif. On t'a piqué au ouais, vif. j'ai été piquée. Ouais, j'ai été piquée, ouais. Bah, j'ai fait des études de droit. Enfin, j'ai fait des études de médecine au départ. J'ai vu que en fait, le droit du patient, c'était vraiment un truc qui me passionnait vraiment. Donc du coup, je j'ai pas plus réfléchi que ça. Je suis partie en droit direct après. Et là, en fait, on m'a vexée.
On m'a dit, pour un poste, on m'a dit, ben, vous prendrez bien, mais vous n'avez pas le CAPA, hein. C'est-à-dire Le CAPA, c'est le diplôme d'avocat, en gros. Ouais, c'est ça. Vous n'avez pas le CAPA. Bah, et alors, entre un juriste, alors je te parle de ça, c'était il y a 10 ans, hein, entre un juriste et un avocat, c'est quoi la différence, à part qu'il y en a un qui plaide, et c'est le deuxième. Oh, mais non, mais faut pas le prendre comme ça. Je dis, bah si, en fait, je vais le prendre comme ça. Donc, je vais passer le concours, et puis après, je vous rappelle. Voilà. Et donc, j'ai passé le concours. Alors, entre guillemets, j'étais bien embêtée parce que je passais les écrits pour la première fois. Je les ai eus la première fois. Bravo. J'avais pas révisé les oraux. Donc, il a fallu réviser les oraux. Et donc, j'ai tout eu du premier coup. Et puis, je devais être la seule à me dire ouais, eh ben, je l'ai eu du premier coup. C'était pas ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je fais maintenant? Trop bien. Du coup, là, tu as eu une nouvelle opportunité qui s'est présentée parce que autant tu retournais voir Non, mais en fait, ça me plaît l'ancien. Oui, voilà, ça te plaît bien, c'est ça. Trop bien. Donc, du coup, tu es une avocate aujourd'hui en droit de la construction et droit du dommage corporel, indemnisation du dommage corporel, je crois. Oui, c'est ça. C'est qui tes clients, notamment dans le droit de la construction, qui va nous intéresser? En constru, mes clients, c'est les entreprises, les maîtres d'ouvrage, c'est-à-dire les clients des entreprises qui vont construire. C'est du 50-50. Et ce qui m'intéresse en fait dans cette pluralité-là, c'est que on est obligé d'adapter du coup la stratégie. Et en même temps, bah, on sait quelle sera la stratégie de la défense. Parce qu'à force de travailler les deux, ben voilà, Tu les connais. tu connais les cartes quand même que les autres vont jouer. Et en termes d'entreprise, c'est surtout des artisans ou des petites entreprises. Quelques-unes, c'est des entreprises générales qui ont besoin d'être rassurées sur le plan juridique, donc qui ont besoin plus de consultations. Voilà, ils appellent sur le chantier, ok, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe Donc, au final, c'est soit des entreprises qui sont déjà dans un problème juridique, un chantier qui s'est mal passé, et du coup, on arrive après la bataille, Mhm. et d'autres entreprises qui ont envie un peu plus de séréniser leur chantier, qui, elles, vont être friandes d'une consultation, d'un conseil au fur et à mesure du temps pour que justement le chantier se passe le mieux possible, la relation avec leurs clients, donc le maître d'ouvrage, se passe le mieux possible. Anticiper, faire de la prévention. Ouais. Clairement, c'est notre cheval de bataille à nous aussi, de mettre en place en amont les bonnes pratiques et les bons process pour éviter, dans notre cas, d'avoir des impayés et des litiges clients. Mais finalement, une réception qui va mal se passer sur un chantier, au bout du bout, ça va se traduire par un client qui ne veut pas payer ou un litige. Donc, on est bien en plein dans le sujet. On a vu que ce qui pouvait, que tu étais déjà différenciante de par ton parcours, ta personnalité quand même atypique. Qu'est-ce qui va te différencier quand même aussi de tes confrères, notamment par rapport à l'approche d'un client? Pourquoi un client il viendrait à ton cabinet? Qu'est-ce qu'il va y trouver? En fait, je vais te dire un truc, parce que c'est arrivé la semaine dernière. Et j'ai un client qui m'a dit ah, j'aime bien quand vous parlez comme ça parce que vous êtes cash, vous êtes franche. Non, mais j'ai tout compris. Et en fait, c'est un client. Enfin, en fait, je pensais que c'était un ancien client parce que le dossier est fini et en plus de ça, il a été gagnant pour lui, donc c'est top. C'est un maçon. Il m'appelait pour une question, voilà, tout autre. Et, euh, et cette phrase-là, ça m'amène à te dire, en fait, je crois que je me prends beaucoup moins la tête que ce qu'on pourrait penser concernant un avocat. Moi, ce que je veux, c'est leur parler de personne à personne et pas de avocat à client. Et du coup, comme je le fais pas exprès, parce que au final, ils viennent pas me voir, moi, avocat, ils viennent savoir s'il y a la compétence et l'attention qui vont leur permettre à la fois d'avoir les réponses et aussi se sentir en confiance. Donc, quand il y a un truc qui va pas, ou j'ai un artisan qui va me dire, ouais, mais du coup, comment je fais Non, mais je vais y aller. Oui, mais en fait, non, c'est mort. Ah bon? Ouais, c'est mort, ouais. Donc, en fait, on va faire autre chose. Ou alors en expertise, ben, ça m'est déjà arrivé, de pousser un client, tu vois, tu mets la main sur le torse là comme ça et tu le pousses. Alors, client bien macho quand même, hein, on parle d'un étancheur là, tac, tu le pousses comme ça et puis tu le regardes dans les yeux, tu fais: «OK, là maintenant vous vous taisez, sinon je vous sors de l'expertise. Maintenant c'est moi qui parle». Et depuis, parce que t'es quand même une femme à ce moment-là, tu vois, Ouais. dans un monde de brutes. Mais Un monde d'hommes. t'es quand même une femme à ce moment-là et en fait, ça a été chouette parce que c'était qui tout double. C'était soit, il changeait d'avocat parce que je l'ai vexé,
soit ben, ça lui allait bien, donc il a été surpris, bien sûr. Et en fait, ça s'est super bien passé. Et depuis, ben voilà, on continue à bosser ensemble. Et le maçon, ça a été pareil. Donc c'est rigolo parce que tu peux parler de manière franche tout en leur garantissant ta compétence. Mmh. Si tu sais ce que tu dis, peu importe le vocabulaire que tu vas employer, si c'est ça qu'ils comprennent, ben ok, faut y aller. C'est pas la peine de faire comme dans Les Inconnus, quoi. Avec, tu sais, le notaire. C'est ça, on comprend rien. Ouais. Complètement. Mais c'est exactement ça et bah, il y a pas de hasard aussi, de pourquoi tu es sur un podcast qui s'appelle En business, soyons cash. Parce que concrètement, on partage vraiment ça aussi. Nous, les clients, on leur parle dans un langage qu'ils peuvent comprendre, et avec les réalités du terrain, en fait. Quand on leur dit: «Non, c'est mort, on va faire autrement», je pense que là, tout le monde comprend et de leur expliquer pourquoi et comment est-ce qu'on peut faire justement. Et donc sur le sujet qui nous intéresse, on va y venir, les réceptions de chantier. C'est vraiment la fin donc d'un chantier. Tu vas nous expliquer ce que c'est. Ce que je vois moi vraiment dans notre pratique, c'est des personnes qui sont parties en confiance avec leurs clients. Ils vont avoir signé un devis, ils vont avoir déroulé le chantier plus ou moins bien, plus ou moins fait des factures d'avancement. Donc le chantier, il a été, suivi en principe à peu près bien au début, puis après des fois ça peut se déliter un peu. Il peut y avoir aussi des fois des personnes qui interviennent, des sous-traitants ou quoi. Finalement l'artisan il peut perdre un petit peu le lien ou quoi, ou le fil avec son client et en fait il y a des petites choses qui viennent se mettre à des petites grains de sable au fur et à mesure du déroulé du chantier et on arrive à la fin et à la fin ouais il me retient 10 000 euros, 15 000 euros ou je sais pas combien de X euros sur ma facture. Il a pas le droit, moi j'ai fait le job comme il faut. OK, vous avez une réception? Ah non, j'en fais pas. OK, donc vous en faites jamais? Non. Pourquoi? Parce que d'habitude ça se passe bien, j'ai jamais de problème, et cetera et cetera. Donc ça, c'est le truc hyper classique. Ou alors quand il y a des réceptions, elles sont pas forcément, toujours bien faites. Typiquement, j'ai un client et elle était signée par l'artisan, mais pas par le maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage a pas manqué de nous dire: «Mais moi j'ai pas signé, donc en fait j'ai pas réceptionné». OK, très bien. Voilà, donc on a un peu tous ces cas qui sont issus de la pratique. Donc l'idée là aujourd'hui, c'est vraiment aussi d'apporter peut-être des clés et des billes aux personnes qui nous écoutent pour qu'ils comprennent bien ce que c'est, en quoi ça consiste et les enjeux qu'il va y avoir derrière en fait et comment ça se déroule une fin de chantier. Donc je vais te poser quelques petites questions par rapport à ça. Mm. La première, c'est quoi tout simplement, c'est quoi une réception de chantier? C'est ce qu'on connaît le mieux pour caractériser une fin de chantier. Et donc, alors avant que je donne la définition vraiment juridique, c'est ce qu'on connaît le mieux pour illustrer la passation de l'ouvrage au maître d'ouvrage, au client. C'est-à-dire que pendant le chantier, bah, ce sont les entreprises, les artisans qui en sont les gardiens, les propriétaires. Tu peux mettre tout ce que tu veux comme mot. En tout cas, c'est pas leur client. Donc le chantier n'est pas du tout ouvert aux clients à ce moment-là. Euh, Sauf bien sûr accord des artisans, etc. Mais la règle, c'est ça. Et une fois que tu réceptionnes, ça veut dire que le chantier est donc fini, l'ouvrage est achevé et il devient la propriété du maître d'ouvrage, donc du client. On lui donne les clés. Voilà, donc symboliquement, c'est quelque chose. Euh, la réception, c'est tellement important en termes de timing et en termes de garantie que tu la trouves dans le code civil, à l'article 1792-6. Voilà. Connais son sujet. Bah, en fait, à force de l'écrire, au bout d'un Oui, moment, normal, tu sais c'est toujours les lequel mêmes c'est. Ouais. articles. Mais disons que dans la, dans la mécanique, je ne peux réceptionner un chantier que si l'ouvrage est hors d'eau, hors d'air, qu'il est habitable. Ça, c'est la pratique et la théorie, puisqu'évidemment, bah, des fois, on a envie de réceptionner avant, parce que ça se passe mal. Mais ça, j'en parlerai peut-être après. Euh, et une fois qu'en fait la réception est faite, alors elle se fait par ce qu'on appelle un PV de réception, un procès-verbal de réception. Mhm. Donc il te faut un papier. Ça peut être sur papier libre. En général, les entreprises ont déjà un tableau tout fait, mais le maître d'ouvrage peut aussi le faire, ce tableau. Ou s'il ne sait pas, il peut demander à son avocat, on sait faire, nous aussi. Oui, puis tu peux trouver potentiellement des modèles Et aussi tu sur trouves des Internet. modèles Enfin, en gratos vrai, tu sur peux trouver, Internet, ouais. oui, exactement. Mais en gros, c'est le titre, c'est procès-verbal de réception. Tu as
l'identité et du maître d'ouvrage et de l'entreprise avec qui on réceptionne. Ça peut être carrément le maître d'œuvre d'exécution qui va réceptionner parce qu'il représente toutes les autres entreprises. On va rappeler le marché que l'on réceptionne. On rappelle par écrit s'il y a des réserves ou pas. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'au moment où on fait cette réception, est-ce qu'il y a encore des choses à régler, des petites malfaçons, des non-conformités, des choses qui sont visibles. Et puis, chose qui est forte, c'est que ce PV-là, il doit être signé, mais contrairement à ce que l'on peut penser, il doit être signé impérativement par le maître d'ouvrage. Et oui, parce que c'est lui qui réceptionne en fait. C'est ça, c'est lui qui récupère le bébé. Donc ça veut dire que si on n'a pas la signature du maître d'ouvrage, on peut avoir on aura beau avoir la signature du maître d'œuvre de l'entreprise, ben en fait, j'ai pas de PV de réception à ce moment-là. Complètement. Et si l'entreprise, à contrario, signe pas, c'est moins C'est dérangeant. pas grave. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vraiment pas grave. Alors, c'est pas grave à la condition toutefois que la réception ait été organisée correctement. C'est-à-dire que il faut que l'une ou l'autre des entreprises ou maîtres d'ouvrage convoque l'un ou l'autre à une visite de réception, au moins 8 jours à l'avance de manière à permettre l'organisation. Cette convocation-là, il faut pouvoir prouver qu'elle a été faite. Donc en général, on va faire une lettre avec accusé réception, ou alors tu peux faire un mail, mais dans ce cas-là, il faut s'assurer que en face, on nous ait répondu en nous disant bah, j'ai bien pris note et puis je viendrai. Et si à cette réception-là, l'artisan, l'entrepreneur n'est pas là, mais qu'il a bien été convoqué par le maître d'ouvrage, bah, la réception, elle peut se faire sans lui. Ok. Voilà, l'importance des preuves, elle est hyper importante. Enfin, Ouais. c'est déterminant. Parce que j'ai eu le cas des fois de dossiers justement où le maître d'ouvrage avait convoqué l'entreprise à une réception et l'entreprise ne s'est pas présentée et le maître d'ouvrage était incapable de nous prouver qu'effectivement il avait bien convoqué l'entreprise. Et d'ailleurs, ça m'amène une question. Qui est à l'origine de la réception? Qui peut la provoquer? Par exemple, est-ce que ça peut être le maître d'ouvrage? J'ai ce cas en tête. Lui, il disait en gros, c'est bon, il y en a marre, il y a du retard dans les travaux, je réceptionne. Mais l'entreprise en face, c'est là, non, mais on ne peut pas réceptionner, c'est pas fini. Donc, qui peut être à l'origine de la réception, la déclencher? Les deux? Les deux, ok. Les deux. Parce qu'il te faut une convocation. Non, mais tu râles pas tout de suite, toi. Il te faut une réception et il te faut une convocation. C'est la partie la plus diligente qui doit le faire. Ça, c'est ce que le code dit. Ok. Mais du coup, comme c'est assez vague, la partie la plus diligente, ça peut aussi être le maître d'ouvrage parce qu'il se rend compte que bah, lui, il veut rentrer, que ça fait 15 jours que le chantier il est fini, que l'entrepreneur est toujours pas venu et qu'en fait, ben voilà, faut acter le truc. Tu vois. Donc là-dessus, j'ai pas de préférence en fait. C'est juste que en fonction de là où on en est, peut-être que c'est l'entrepreneur qui va avoir intérêt à réceptionner vite, parce que finalement, c'est là que tu fais partir tes garanties aussi. Complètement. Plus la réception se fera vite, ben plus vite les garanties partiront. Donc ça veut dire que l'entrepreneur, il va être tranquille plus tôt sur sa garantie de parfait achèvement, puisqu'elle va commencer plus tôt. Et peut-être que le maître d'ouvrage, il a besoin de rentrer tout de suite et d'être couvert tout de suite en termes de décennale, etc. Tu vois. Complètement. Et qui peut être, enfin, qui doit être présent? Donc, on a vu qu'à minima, le maître d'ouvrage doit être là parce que c'est lui qui Oui. réceptionne. Oui. Qui d'autre peut être là? Alors, tu peux avoir sur ta réception un expert privé en bâtiment, mandaté par le maître d'ouvrage, s'il a besoin d'être sûr que, entre guillemets, on l'entourloupe pas. Je dis bien entre guillemets parce qu'en fait, tu sais, je pense que tu le sais bien sûr, il y a beaucoup d'émotions en fait dans un Oh ben, chantier. c'est clair. Donc imagine un chantier où on a perdu un peu confiance l'un dans l'autre. Bah, le maître d'ouvrage, finalement, tant qu'il n'est pas quelqu'un du bâtiment, il ne sait pas si ça a bien été fait ou pas. Mm. Ensuite, le maître d'ouvrage, il peut aussi se faire assister, ou l'entreprise peut se faire aussi assister sur autorisation du maître d'ouvrage avec un commissaire de justice. Oui. Donc, commissaire de justice, pour ceux qui n'ont pas forcément la notion encore, c'est un huissier de justice, c'est le nouveau nom des huissiers de justice. Effectivement, donc là, pour le coup, je peux carrément témoigner là-dessus, pour avoir fait plusieurs fois des constats de fin de chantier et de réception. Le rôle de l'huissier, il va vraiment être là pour inventorier la totalité des réserves, visibles en tout cas au moment de la réception, et aussi calmer le jeu. Ouais.
calmer le jeu, cadrer un peu les relations, éviter. Je me rappelle d'un constat de fin de chantier où ils s'envoyaient des noms d'oiseaux et puis il y en a un qui était là. Vous notez, maître, hein, vous notez. Bon, peut-être pas, non, je vais peut-être pas tout noter. Est-ce que ça va apporter grand-chose ou pas? Par contre, on va peut-être se calmer 2 minutes parce que ça se passera mieux pour tout le monde. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de venir cadrer aussi et puis surtout de pouvoir prouver que le jour J, à l'instant T, on a bien fait la réception, quoi. Il n'y a pas de débat derrière sur l'heure, sur qui était Oui, présent, sur le déroulé, en fait, des opérations. oui. Alors après, c'est des gens qui peuvent être présents, mais ça ne veut pas forcément dire que parce qu'ils peuvent être présents, il faut absolument qu'ils soient présents. Oui, complètement. D'abord parce que ça peut créer de la pression et donc de la tension. Ensuite parce qu'en fait, il y a pas tout, alors là, je vais me faire tirer les oreilles, mais c'est pas grave, je me lance. Il y a pas tous les commissaires de justice qui peuvent faire une réception, correcte, comme il y a pas, tous les experts, en bâtiment qui peuvent faire une réception correcte. Tout simplement parce que, si on n'a pas, en tête qu'il faut que ça se passe bien, qu'il faut qu'il y ait le plus d'amiable possible, si ces gens-là ne sont pas capables de garantir cette, bonne, entente, c'est foutu. Ouais. Et pareil pour les avocats, hein. Enfin, concrètement, Oui, oui, bah après, c'est ça, c'est exactement ça. L'idée, en fait, aussi, et je pense que ça me fait rebondir sur un autre aspect de la réception, c'est que souvent, j'ai des clients, moi, qui me disent, oui, mais c'est bon, on s'entend bien, etc. On n'a pas besoin, ça s'est bien passé, etc., etc. Du coup, pour moi, à chaque fois, je leur dis, et tu vas me confirmer si tu partages ce point de vue, et je pense et j'espère que oui. Mais tu me diras s'il y a des choses que tu repères à tempéré, on va dire. C'est que je leur dis souvent, une réception, en fait, c'est aussi un moment hyper important pour le maître d'ouvrage parce que lui, ça le sécurise aussi. Et au contraire, d'être force de proposition, enfin, proactif en tant qu'entreprise pour dire on va faire une réception parce que vous avez tel et tel avantage et notamment un point de départ clair et non équivoque sur le début des garanties, notamment les garanties décennales, quand on est aussi dans du gros œuvre ou des travaux où il peut y avoir un petit peu des risques sur l'ouvrage derrière. Je trouve que d'avoir une garantie décennale qui est sûre et certaine, enfin un point de départ, ça évite quand même des discussions et c'est sécurisant pour le maître d'ouvrage derrière. Et également aussi d'informer en fait le maître d'ouvrage que la réception, elle va permettre de faire partir d'autres garanties, et notamment la garantie de parfait achèvement. Et qu'en fait, d'être proactif là-dessus, ça montre aussi à son client qu'on n'a pas peur, qu'on sait la qualité du travail qu'on a fait et qu'on on engage notre responsabilité et qu'on est responsable en tant qu'artisan. c'est ça. Mais c'est important de le dire parce que souvent, quand un maître d'ouvrage, dit, «Oui, mais moi je veux faire partir les garanties», enfin souvent, des fois, et ben, ça peut blesser, l'entrepreneur qui lui va voir le côté noir du tableau. C'est-à-dire: «Ouais, mais attends, s'il pense garantie, il s'est renseigné, donc en fait, il va me reprocher quelque chose et donc il va le prendre mal. Comment ça, vous critiquez mon travail, mais évidemment que j'ai bien travaillé». Et tu as raison de rappeler ça parce que au départ, c'est justement parce qu'il a fait son job qu'il va pouvoir garantir qu'il a fait son job et que du coup, ben, ouais, il en est responsable, mais il devrait être fier d'en être responsable. Parce que du coup, puisque le job a été fait, il devrait pas s'inquiéter de sa responsabilité derrière, tu C'est vois? ça, et en termes de satisfaction, de sécurité du client, de Oui, confiance, je trouve que moi, ça apporte une puis valeur. c'est Enfin, bien pour se dire au revoir aussi, ouais, aussi, tu vois? c'est ça, on finit les choses proprement. Vous aviez demandé ça, on a fait ça. Est-ce que vous êtes OK? Est-ce que ça vous plaît? Ouais, Oui. Enfin, là, je trouve que c'est aussi un moment bah, pour sceller la fin de la relation en se disant bah, on est content et finalement, c'est un bon moment aussi. en fait, c'est un bilan. Oui, c'est ça, c'est un bilan. C'est un bilan et je trouve que c'est important de le vivre et de le prendre comme ça pour montrer ce que ça peut apporter à chacune des parties. Une autre question par rapport à la réception, c'est les cas où vraiment, justement, la relation s'est détériorée. On est en cours chantier. Genre, c'est ni fait ni à faire, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas du tout en état d'être réceptionné dans le sens où on peut pas habiter, on peut pas prendre possession des lieux ou quoi. Euh, Comment on peut faire pour se sortir de ça, justement? Est-ce que c'est des réceptions? Est-ce que c'est des résiliations du contrat? Est-ce qu'on fait un état du chantier à ce moment-là? Comment ça se passe, ces moments où on veut arrêter? Tout le monde est OK avec ça, en fait, de se dire, de toute façon, on peut plus continuer comme ça. Comment on met fin à un chantier à ce moment-là? Eh ben, déjà, on commence par mettre tout le monde autour de la table. En tout cas, moi, c'est ma méthode. Parce que là, concrètement, ça veut dire que dans ton exemple là, on est dans le chantier. Donc, on va partir du principe que c'est loin d'être fini. C'est en cours, quoi, ouais. Voilà, OK. 1re chose à faire,
en tout cas, moi, en tant qu'avocat, c'est ce à quoi je m'astreins le plus. Première chose à faire, c'est de mettre tout le monde autour de la table. Même si tu es l'avocat de l'un, en fait, il faut que ça sorte. Et tout le monde autour de la table parce qu'il faut pouvoir savoir s'il y a encore quelque chose à sauver en termes de relations pour que la fin de chantier soit faite de la meilleure des façons possibles. Mmh. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que en théorie, on ne peut pas réceptionner si l'ouvrage n'est pas achevé. Évidemment, en fait, il y a ce que t'autorise entre guillemets la loi et ce que ne dit pas la loi, et puis les accords qu'on a ensemble. Mmh. Je dis ça parce que moi, ça m'est déjà arrivé de faire réceptionner un chantier où il y avait que le gros œuvre qui avait été fait. Donc autant te dire qu'en fait, Ouais, de donc il Bordeaux restait Order, encore, ouais, voilà. complètement. Donc en fait, tu vas avoir plusieurs hypothèses. C'est soit on présente la possibilité de résilier unilatéralement le contrat. Et là, dans ce cas-là, on est sur une fin de chantier autre que j'ai réceptionné, mais ça scellerait quand même une fin de chantier pour l'artisan. Ok, je résilie mon contrat, moi, maître d'ouvrage, article 1794 du Code civil. J'ai le droit de le faire à la condition que je sois réglo avec mon entrepreneur. Ça veut dire que je vais lui payer tout ce qu'il a avancé, tout ce qu'il a dépensé, plutôt toutes les charges qu'il a eues dont il a eu à faire face, jusqu'au moment où je dis stop. Et ça veut dire aussi que si je résilie mon marché, le marché que j'ai accepté, ça veut dire aussi que je dois être prêt à régler la différence entre ce que l'entrepreneur aurait dû gagner s'il avait fini le chantier et les charges qu'il a dépensées. Ok. Tu vois, ce profit-là, il faut que je puisse y penser pour l'indemniser. Et le truc, c'est que si tu mets tout le monde autour de la table et que tout le monde est OK pour dire OK, en fait, on s'entend plus, et puis plutôt que de se disputer et de s'arracher les cheveux, etc., en fait, on va partir chacun de notre côté, d'accord. Est-ce que vous êtes OK pour faire une résiliation? Et dans ce cas-là, protocole, concession, monsieur, est-ce que vous êtes OK pour que le maître d'ouvrage vous paye votre facture jusqu'au jour J, là, de la résiliation? Et par contre, le profit que vous auriez pu en faire, vous le laissez tomber. De manière à ce qu'en fait, et l'un et l'autre partent avec effectivement une concession à faire, mais au moins, ils ont évité Mais ce qui quelque nécessite, chose comme tu d'énergivore. disais, d'avoir un minimum de dialogue et de C'est ça, sauver un minimum de relations, parce que si c'est ça, plus personne ne veut se parler, c'est ça. en fait, là, ça commence à être compliqué. Donc là, tu vois, tu as la résiliation qui peut se faire. Évidemment, si un maître d'ouvrage peut aussi très bien ne pas chercher à comprendre plus loin, il envoie sa lettre en AR, il résilie, et puis derrière, ça sera à l'entrepreneur de vérifier que on lui a bien indemnisé aussi son profit. Mais ça, c'est dans le cadre où il n'y a pas eu d'accord du tout Ouais, entre les deux, tu vois. complètement. Pendant le chantier, ils peuvent réceptionner, toujours d'accord à accord, parce que tu vois, dans le dossier que j'avais où on avait fait que le gros œuvre, ça a été un protocole d'accord, où là, on a scellé la réception. L'avantage, en fait, c'était ils avaient reconnu en fait qu'ils s'entendaient plus du tout. Les maîtres d'ouvrage, ils étaient tout le temps sur le chantier. L'entrepreneur, il en pouvait plus non plus. Mais en même temps, c'est lui qui les avait encouragés à venir sur le chantier. Puis au bout d'un moment, il a plus le contrôle. Ouais. Donc là, on a protocolé, on a fait une réception. L'avantage pour les deux, c'est que pour les maîtres d'ouvrage, ils pouvaient aller chercher d'autres artisans qui pouvaient se dire bon, nous, notre responsabilité, elle commence au moment où on commence le chantier, et elle absorbe pas la responsabilité de celui d'avant. Et concernant le premier entrepreneur, il repartait avec moins de risques d'être responsable décennalement, parce qu'en fait, c'est pas tellement sur le gros œuvre en fait qu'on a des responsabilités décennales le plus souvent. Ça existe. Tu vois, un béton qui est mal mélangé, etc. Ça existe. Mais souvent, c'est quand tu as mis l'étanchéité, c'est quand tu poses la toiture, la charpente, etc. Donc Donc lui, en il était fait, dégagé par rapport à ça déjà. il avait quand même moins de risques
plus tard, s'il y avait des désordres, de se voir imputer quelque chose. Oui, complètement. Parce que ça, en cours de chantier, c'est compliqué. Même des artisans, pour revenir travailler et prendre la suite d'autres artisans, si c'est pas hyper bien cadré, C'est ça. ils y vont pas non plus si facilement, quoi. Mais Parce que non, mais parce que et en plus, ils vont absorber. Ils y vont pas facilement parce que s'ils absorbent la responsabilité du premier, ils l'absorbent aussi parce qu'ils vont bosser sur un support qui n'est pas bon. oui. Donc c'est terrible en fait Ouais, ouais, pour eux. complètement. Complètement. Donc vraiment, il faut vraiment y faire attention et éviter de se bugner. Quand tu parlais de l'étancheur, ton client qui commençait à peut-être bomber le torse et à vouloir aller Bah rentrer oui, au parce qu'on clash, en critiquait fait. son job alors qu'en fait on savait très bien qu'il avait rien fait, Oui, mais il mais fallait qu'on tape sur quelqu'un et forcément c'est sur c'est lui. Donc ça. Et en fait, à ce moment-là, c'est vraiment d'arriver à prendre sur soi, de dire stop, de pas monter dans les tours, de pas aller dire les mots ou les choses qui vont pouvoir vraiment blesser l'autre et atteindre des points de non-retour. Parce qu'en fait, si on atteint ces points de non-retour, derrière, on va partir en procédure et on va l'aborder juste après. J'avais juste une dernière question, c'est qu'on a beaucoup parlé de réception dans des ouvrages. On parle hors d'eau, hors d'air, on remet les clés qui sont en état d'être habitées. Mais on a aussi des fois des travaux qui sont juste de rénovation. On oui, habite déjà. oui, Genre, j'en sais rien, on refait une peinture, du carrelage, ouais. on change une pompe à chaleur, on refait un circuit électrique dans une maison, etc. Est-ce que ces travaux-là nécessitent aussi des réceptions? Par prudence, oui. Bah alors déjà, tu réceptionnes un ouvrage. Mhm. Donc, ouvrage, ça peut être une maison, un bâtiment, n'importe quoi, mais ça peut Oui. aussi être simplement une rénovation. Alors oui, tout dépend de la rénovation. On n'aura pas le temps d'aller dans les détails, mais si je fais juste de la peinture, c'est pas tellement un ouvrage au sens strict du terme. Mais par contre, ta peinture qui est peut-être pas la bonne sur ton mur et qui accroche pas, par exemple, ou le carrelage que tu as posé et puis en fait, il n'y a pas de primaire d'accroche de partout, etc. Ça va fissurer, les joints ils sautent. Et ben, il y a de la décennale derrière. En tout cas, il y a les garanties constructeurs qui s'appliquent, Mm. tu vois, sur des éléments d'équipement aussi. Donc en gros, oui, il va falloir faire de la réception. Si l'entrepreneur ne la propose pas, tu as deux choix. Soit en tant que maître d'ouvrage, tu provoques la réception et puis tu fais ton petit tableau et puis voilà, tu le signes, etc. Ok. Soit, soit tu payes rubis sur ongle la presta Mhm. et tu as pris possession des lieux. Et dans ce cas-là, on est sur ce qu'on appelle une réception tacite. Tacite, ouais. Alors, il y a la troisième, mais là, c'est vraiment si ça pète, c'est demander au juge une réception. Donc, ça s'appelle une réception judiciaire. Ouais, bien sûr, ça va dépendre des enjeux, ça aussi. Ouais. Ça va dépendre des enjeux. Ok, parce que nous, même des artisans qui sont plus dans le second œuvre ou qui vont aller faire, j'en sais rien, je te disais, des pompes à chaleur, des changements en termes d'électricité, des rénovations, etc. On les incite toujours à faire aussi des réceptions, ne serait-ce que pour acter la fin du chantier, de Oui, faire le tour. En fait, pour moi, c'est tellement un élément au service de la relation client c'est que... exactement ça. Mais de toute façon, c'est simple. Dès qu'on touche à des travaux qui sont liés à l'ouvrage même, Mm, tu vois, tu poses des panneaux photovoltaïques, tu les scelles sur le toit de ton ouvrage. complètement. Sur le toit d'un ouvrage, parce que du coup, tu l'as pas fait cet ouvrage. Mais et ben, il y a de la réception à faire parce qu'il y a des garanties derrière, les garanties constructeurs qui s'appliquent. Tu fais poser un ascenseur, tu le mets dans ton ouvrage. Donc, en fait, quelque chose qui est indissociable de ton ouvrage, il va falloir vraiment faire en sorte que la réception, elle soit caractérisée. Soit de manière express, et donc on est sur cette fameuse convocation, signature d'un PV, etc. Soit tacite, parce on a signé la facture et qu'on a pris possession de tout ce qui est Ouais, il lié. faut acter que ce soit vraiment non équivoque, qu'il n'y ait Ouais, pas de débat en fait sur il faut pas qu'il y ait de sur doute. la date et pas de doute sur le fait de j'ai réceptionné ou pas. Oui, et donc bien évidemment, et c'est ça aussi, et on a un épisode où on va recevoir un artisan qui a cette pratique de faire un tour du chantier avant la réception avec son client Ah, mais ça, c'est super. pour pouvoir justement identifier où est-ce qu'il y a des problèmes avant la réception. Parce que comme ça, c'est une sorte de pré-réception, on va dire, pas, enfin, officieuse, quoi, pour identifier partout où il y aurait éventuellement des bricoles à reprendre ou quoi. Et du coup, le client, il est trop content, il est rassuré, etc. Il peut lui dire vraiment ouvertement, bah là, il y a peut-être ça, machin. Enfin bref, et il reprend tout ce qu'il y a à reprendre à ce moment-là. Et comme ça, il fait une réception. Au jour J, il n'y a pas de problème, en fait, parce qu'il les a déjà identifiés. Et là, il peut envoyer sa facture. Et là, derrière, il n'y a pas de problème, quoi. Oui, oui, Donc, oui, c'est une bonne oui. pratique, je trouve. Mais ça me fait même penser à quelque chose. Là, tu vois, la pré-réception. Alors lui, il a l'intelligence de le faire, c'est super. Beaucoup vont peut-être se dire, ouais, je devrais le faire, mais en fait, j'ai pas le temps, j'ai d'autres chantiers, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un maître d'ouvrage qui n'a plus la confiance,
il va faire sa propre pré-réception. Ouais, Donc, complètement. il va aller demander à un expert bâtiment Ou un de faire le copain, ou tour, ou on un sait pas copain, qui. en tout cas, quelqu'un qui sait, Ouais, c'est ou ça. qui dit qui sait. C'est ça. Quelqu'un qui dit qu'il sait souvent d'ailleurs. Oui. Et le truc, c'est que une fois que la personne a fait le tour, genre 8 jours voilà, la veille de la vraie réception, là, l'artisan, il va sentir que... voilà. C'est là que ça bloque un peu au niveau des relations. Le jour J, on en a parlé tout à l'heure, si le jour J, le jour de la réception, le maître d'ouvrage est accompagné d'un commissaire de justice, c'est pas, il y aura pas de conséquences sur les garanties, mais par contre, s'il est accompagné le jour de la réception d'un expert, il n'aura pas le droit de rajouter jusqu'à une semaine après la réception, il n'aura pas le droit de rajouter des réserves. Ça, on n'en a pas parlé, mais ça me fait penser à ça. C'est quand tu réceptionnes, tout à l'heure, je disais, tu peux avoir envie de dénoncer des non-conformités, des choses que tu vois qui ne te paraissent pas normales. Ça reprendre, ça reprendre, ça reprendre. Ça peut arriver, parce que le maître d'ouvrage est censé être ce qu'on appelle profane, donc ne rien y connaître. Ça peut arriver que en refaisant le tour, en prenant possession de sa maison, il s'est rendu compte qu'il y a, ah bah non, bah il y a la prise qui marche pas. Ah mais là il y a une rayure, puis là il y a un carreau qui est décollé, Oui, qu'il etc., avait etc. pas vu le jour J, quoi. Exactement. Il a une semaine à partir de la réception pour faire une lettre commandée, toujours avec accusé réception, à l'entreprise pour dire, bah en fait j'en rajoute. Ouais. Pour en rajouter, le mieux du mieux du mieux du mieux du mieux, c'est de demander à son expert privé de faire le tour à partir de un jour après la réception, en fait. Parce que si l'expert est là le jour J, bah, ce délai de une semaine, il saute. Hmm. Et oui, parce qu'il est censé C'est- avoir tout vu, lui. Oui, donc c'est une question de bonne foi aussi, tu vois. Faut être un peu équilibré quand même. Donc, Et la notification aussi, nous, souvent, on voit des maîtres d'ouvrage. Bon, j'estime qu'il y en a qui abusent un petit peu quand même parfois. Oui, il y a tout ça qui va pas, tout ça qui va pas. Bah, en fait, mettez-le nous par écrit, lettre recommandée, vous inventoriez tout. Mais en fait, quand on demande aux gens aussi de s'engager et de mettre par écrit, bizarrement, il y a plus grand-chose, quoi. Donc, Ouais, c'est mais du important coup, de bien notifier que ouais, ça se fait par écrit et qu'il y a un cadre, en fait, avec tout ça, avec c'est cette ça. fin de chantier. Et ça, tu vois, ça serait bien que... Alors moi, je le dis à mes clients, mais ça serait bien que ceux qui ne sont pas mes clients le fassent quand même. C'est aux professionnels d'encadrer et de garantir ce cadre. Donc ça veut dire que même si c'est de la paperasse, de toute façon, je pense que les entrepreneurs, ils n'ont jamais plus de paperasse que les médecins qui, eux, ils en ont ras-le-bol. Donc franchement, mais faites votre PV de réception et surtout, indiquez bien par écrit le cadre de tout ça. Indiquer le cadre, informer la personne en face de ses droits et de ce qu'elle peut faire. Ouais. Parce qu'en fait, plus on va donner de l'information aux gens, plus ils seront rassurés et bizarrement, moins ils le feront. Enfin, c'est un espèce de truc paradoxal, mais souvent il y en a, mais je vais pas lui dire, je vais pas tendre le bâton pour me faire battre. Non. Mais en fait, de montrer le bâton avec lequel il peut vous battre, le gars, il va pas forcément vous battre avec. Au final, ça va plutôt le rassurer, mine de rien. Et souvent, c'est souvent ce qu'on voit dans la Souvent le pratique. rassurer ou même le dissuader d'aller vous chercher des noises parce que Il sait qu'on il sait va se comment rendre ça compte marche. que ben ok bah du coup faut que je fasse une lettre, faut que je fasse ci, faut que je fasse non mais en fait ça me saoule, ok bah pour si peu je vais pas le faire. Ouais. Et ben on le saura jamais, mais en tout cas il y aura pas eu de Il l'aura responsabilité. pas fait. Et puis aussi, il sait qu'en face, bah, l'entrepreneur, l'artisan, il connaît la procédure, il sait comment ça se passe. Et donc, ça peut aussi le C'est décourager. ça. Donc, écoute, trop bien. Je pense qu'on a bien compris à quoi ça sert et en quoi consiste une réception de chantier. Quand on a préparé l'épisode, tu m'as parlé d'une affaire qui, pour moi, est tellement... Enfin, cas d'école et caricatural, que j'aimerais bien que tu nous la partages vraiment aujourd'hui, sur l'importance de l'amiable. Parce que tu nous avais partagé une histoire d'un, si je dis pas de bêtises, c'était un couple, je crois, qui avait fait des travaux dans une maison et avec le constructeur en face qui avait rien voulu entendre. Un couple, ils ont fait construire leur maison, donc c'était dans le cadre de ce qu'on appelle un CCMI, donc contrat de construction de maison individuelle. Et, et déjà, les plans n'avaient pas été vraiment respectés. Enfin, les plans donnés pour le permis de construire n'avaient pas été respectés parce qu'au lieu d'une maison plane, vraiment de plein pied, en comptant aussi le sol du garage, en fait, on avait une marche ou deux entre le garage et le reste de la maison. Donc ça commençait déjà bien. Pas d'explication, mais bon, c'était pas sur le principe, c'était pas si grave que ça. Mais par contre, quand la maison a été réceptionnée,
ce couple qui n'y connaît rien, hein, c'est pas du tout ils sont pas du tout dans le bâtiment, ont vu tellement de non-conformité, etc., qu'ils s'en sont inquiétés. Ils ont demandé à un expert privé de venir voir. Et cet expert leur a fait un rapport où là, tu avais une quarantaine de non-conformités, malfaçons, ça allait pas. Donc, du coup, ils ont tout redénoncé dans le délai d'une semaine pour être dans les clous, quoi. Et moi, j'interviens après parce ils m'ont demandé de les aider. Donc, on refait un tour. Je convoque. J'ai demandé à un huissier de justice de venir à ce moment-là pour qu'en fait, cet huissier puisse être le témoin assermenté des échanges qui allaient se faire entre mes clients, le CCMiste, son avocat et moi. Ok. Et c'est là déjà que tu vois s'il y a de quoi négocier ou pas. Parce que des fois, quand tu vois un confrère, tu te dis, bon, ok, ça va être quoi sa stratégie de défense? Et on a discuté, ça a pris plusieurs mois. On était ok pour un protocole, ça a pris plusieurs mois. Moi, mes clients, ils avaient retenu la garantie. Tu sais, il y a 5% de retenue de garantie qui est possible dans le cadre du CCMI. On l'a consigné, ils l'ont consigné à la Caisse des dépôts. Et de temps en temps, le CCMiste y revenait pour lever 2-3 choses, mais c'était jamais assez en fait. Il revenait pour 2-3 choses, mais pas pour tout. Pas pour tout. Et je te parle de ça, ça a commencé en 2021 ou 2021. Et là, pour être sûr d'avoir les garanties qui ne soient pas dépassées, on a été obligé de saisir le tribunal, pas pour râler, mais pour dire, nous, on a des garanties à sauvegarder, en fait. Donc, on est obligé de... Ça, pour interrompre des délais, en fait, C'est pour éviter exactement derrière ça. qu'on te dise, bah non, les délais, ils sont passés, vous ne pouvez plus rien faire. Ouais, c'est exactement ça. Et le CCMiste, entre guillemets, en réponse à tout ça, il a saisi le tribunal pour se faire payer de la retenue de garantie qu'on avait consignée. Ok, donc on voit déjà l'ambiance. Rediscussion entre avocats, bon, tes clients ils disent quoi, et le tien il dit quoi, blablabla. Et puis au final, on se retrouve à plaider devant le tribunal de commerce, Ouais. parce que c'était la première juridiction qui avait été saisie. Et ça, je m'en souviendrai, je crois, encore longtemps, parce que donc c'était là, le mois de décembre qui vient de passer. Alors, mois de décembre qui vient de passer, donc genre déjà 2 ans après Ouais. le début Ouais. de la réception, en fait. Ouais, c'est ça. On est bien. Ouais. Et là, il y avait mon client, il n'y avait pas le CCMiste, mais c'est pas grave, il n'est pas obligé d'être là, il y avait son avocat. Et pendant la plaidoirie, le président nous interrompt et nous dit pourquoi on fait pas de médiation, en fait? Alors là, j'ai saisi le truc en vol, j'ai dit je vous le demande. Moi, je demande que ça depuis le temps qu'on négocie, qu'on fait des projets de protocole, qu'on n'y arrive pas, blablabla. Puis le président qui me dit mais vous en pensez quoi? Je fais moi, j'en pense qu'il faudrait que vous posiez la question à mon client. En fait, il est là. Bah oui. Et voilà. Et mon client disait moi, je ne veux que ça, en fait. C'est ça, en finir, en fait, avec ce dossier, quoi. La plaidoirie, elle a été reportée au mois d'octobre, là, qui arrive, pour nous laisser le temps d'avoir une médiation. Donc, le tribunal a nommé 2 médiateurs, enfin un médiateur qui s'est adjoint à un autre médiateur. Cerise sur le gâteau, il se trouve que c'est des avocates. Oui, parce qu'il y a des avocats qui font de la médiation en parallèle. Et au final, en 2 réunions de médiation, qui nous ont fait en tout et pour tout 8-9 heures de négociation, parce que la première, elle devait faire 3 heures ou 4. La dernière, c'était 5 heures, c'est sûr, parce que je me souviens encore que j'étais revenue à 20 heures à la maison. Ça y est, on a trouvé un accord. Donc là, on est en train de signer. Genre, et ça aurait pas pu être fait 2 ans avant, quoi. Et en prenant du recul, ça aurait pas pu, parce que le travail qui a été fait avec la médiation, c'est-à-dire les clients, leurs avocats et les médiatrices, ont permis vraiment de mettre tout sur la table. Et à un moment donné, ils se sont même trouvés des points communs. Genre, limite, ils vont devenir copains, quoi. Alors, on n'en est pas encore là. Mais alors, il y a eu une ouverture de fou, en fait, de la part des 2 camps. Ouais, mais ce qu'on retient, c'est que vraiment l'intervention d'une personne aussi extérieure et neutre, parce que là, au début, vous étiez avec l'avocat
d'une partie, l'avocat de l'autre partie. Oui. Et donc, forcément, chacun défend aussi un peu ses intérêts. Et l'intervention d'une personne neutre au milieu, donc là, en plus de deux, parce elles étaient à deux, mais ça permet aussi peut-être de pas avoir cette méfiance de il est en train de défendre son client, donc il veut forcément trouver quelque chose qui va aller dans l'intérêt de son client, etc. Et du coup, d'avoir ces personnes neutres au milieu, ça permet quand même finalement d'avoir de la confiance qui se restaure. Oui, c'est ça. Mais ça a été, tu vois, avec ce confrère, ça a été chouette parce que c'est pas le genre de confrère qui est fermé au dialogue, mais on a eu du mal à raisonner nos clients. Et puis, tu as l'avocat aussi. Nous, je vois des fois dans des dossiers qu'on peut avoir, en face, parfois, il y a des avocats. Et donc, nous, les clients n'ont pas forcément envie d'en avoir parce que pour un enjeu à 2 000 €, ils n'ont pas forcément envie d'aller reprendre des frais d'avocat. Donc, nous, on les assiste aussi un petit peu là-dedans, dans un peu les négociations et tout ça. Et il y a des avocats qui sont tout à fait ouverts au fait de trouver des accords. Et il y en a d'autres, ils veulent rien entendre. On va en procédure et terminé, quoi. Ouais. C'est fou, en fait. Il y a vraiment, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup des personnalités, en fait, aussi, hein. Ouais, ça dépend des personnalités. Et là, je t'avoue, bah là, tu mets le doigt sur un truc que je vis depuis quelques semaines là. Euh, j'ai j'ai eu un confrère qui s'est mis dans un dossier. Ben depuis, il y a plus d'amiable possible. Mais alors, c'est la guerre parce que c'est parti en expertise judiciaire, tout simplement parce que moi, quand j'assigne 2 ans avant, 1 an avant, c'est pour être sûr que mes garanties sont pas pétées. Et dis-toi que le promoteur m'avait dit: «OK, dans ce cas, on peut stopper dans la main». J'avais rien écrit, bien sûr. Tout s'est fait, Mmh. chez le client, autour d'une table, où je lui ai montré: Écoutez, là, ça va pas, là, ça va pas, là, ça va pas». Donc en gros, c'est soit il y a une enveloppe globale d'à peu près 30 000 €, sachant que le client, il s'asseyait sur d'autres choses assez importantes quand même, soit on part en procédure. Mais sachez juste que, je pars quand même en procédure, pas pour vous embêter, mais parce que là, j'ai une prescription qui arrive. Et j'écris dans mon acte de saisine, que, le requérant, donc mon client, ne souhaite pas, avoir une plaidoirie tout de suite, qu'il préfère encore avoir des négociations à l'amiable et qu'il demande au juge d'attendre. Bam, avocat en face. Et alors là, c'était parti pour des débats à fond. On m'a reproché de pas demander d'expertise judiciaire, du coup, il a fallu que j'en fasse une, Ouais, en fait, on c'est la te guerre là. force à aller au conflit alors que l'idée c'était alors qu'on vient de voir justement que potentiellement vous allez arriver aux plaidoiries, ce qui est potentiellement possible, avec un magistrat qui peut-être dira non mais en fait trouver un accord quoi. Ouais, Parce qu'en fait de plus en plus ils sont aussi dans cette démarche-là. c'est ça. Et du coup le message aussi moi que j'avais envie vraiment de faire passer c'était de se dire ok on peut être dans des situations qui sont conflictuelles mais en fait ravaler un peu chacun aussi son orgueil et sa fierté et essayer de se dire ok comment on peut trouver des solutions. Et bien tu as mis le doigt sur un point important tout à l'heure, je l'ai pas soulevé mais je vais insister dessus, c'est qu'en fait quand on veut avoir un accord il faut des concessions réciproques, c'est-à-dire qu'en fait il faut que chacun fasse des concessions. Ça peut pas être blanc ou noir et si on a envie de se dire ok on va pas aller au clash, on va pas aller en procédure, on va chacun faire un petit effort ou un gros effort en fait, mais en tout cas on va chacun faire des concessions pour éviter que ça aille plus loin parce que le aller plus loin ça coûte de l'argent à tout le monde, ça coûte du temps à tout le monde et l'issue, elle est certaine pour personne, en fait. Parce que moi, des fois, il y en a qui me demandent, oui, mais est-ce que si on fait une procédure, on a des chances de gagner? Bah oui, mais vous avez aussi des risques de perdre, quoi. Enfin, on peut jamais être sûr à 100%, quoi. Mais je leur dis d'ailleurs aux clients, c'est, «Mais maître, est-ce que vous pensez qu'on va gagner?» «J'en sais On n'en rien, sait moi. rien, ouais, c'est ça. Moi, je Non, t'ai mais ça. réveillé, toi. Après, D'accord?» bien sûr qu'il y a des fois des cas où on est plus ou moins sûr quand même qu'on peut aller au bout, bien Oui, évidemment. non, mais c'est Mais sûr, quand on est mais vraiment sur des situations litigieuses où il y a quand même, c'est ni blanc ni noir et il y a quand même des torts aussi un peu partagés, c'est pas si simple. ouais, ouais. Mais de toute façon, tu peux pas faire de miracle, hein. Enfin, concrètement, Non, non, complètement. je dis ça de temps en temps en rigolant, mais ouais, je suis avocat, et on met, avocat à la cour parce qu'on est dans le ressort de la cour d'appel et quoi. Mais moi, je suis pas avocat à la cour des miracles, en fait. Donc J'adore. je veux bien, donner la stratégie parce que c'est mon job, je veux bien donner les conseils parce que c'est mon job. Alors par contre, leur garantir qu'on gagne, en fait, c'est non, Ouais, mais tu on peut vois? pas, on peut pas. Bah, surtout que par définition, quand il y a des sujets, enfin, quand on est sur des fins de chantier qui sont un peu litigieuses, c'est que voilà, il y a quand même aussi des choses qui ont peut-être pas été faites Oui, parfaitement, ou en tout cas que ça n'a pas été bien cadré, et donc du coup, on a parce laissé qu'il y des a beaucoup failles de ouvertes choses, aussi, hein. oui, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, dans les rapports qu'on va avoir entre clients, avocats, et leurs adversaires, il y a aussi, la qualité de la relation entre mon client
et l'adversaire. Oui, complètement. Et ça, on peut pas le contrôler, quoi. Donc, s'il y a pas d'amiable, ok, c'est procédure. Si c'est procédure, il y a tant de probabilités de gagner, mais il faut pas oublier qu'en fait, on n'est pas jugé par un algorithme, on est jugé par un humain qui en a plein la tête de ses dossiers et que en fait, on n'est pas à l'abri d'un problème de procédure, d'un désaccord, d'une erreur de droit, etc. Tu vois. Oui, complètement. C'est pas comme tu dis, un algorithme tout blanc, tout noir. Enfin, on peut pas savoir à l'avance. Et effectivement, c'est des personnes qui jugent derrière. Et donc, on est avec, il y a la fameuse intime conviction du juge qui rentre quand même aussi en jeu. Et à un moment, lui, il fait avec les pièces qu'on lui donne, avec la compréhension qu'il en a, avec l'interprétation qu'il peut en avoir C'est ça. aussi. Et Est-ce qu'il parfois, c'est est... dangereux, tu Et oui, vois. mais Tu vois, complètement. dans ce dossier où il a fallu que je demande une expertise judiciaire parce qu'on du coup, on me reprochait de ne pas avoir demandé d'expertise judiciaire, etc., etc. Le premier juge, il m'a débarqué. Du coup, il a fallu que je fasse appel. Et, Ouais, non, mais c'est des délais et de donc, fou. je gagne en appel avec une belle motivation qui est juste un cours de droit. Mais il a fallu que moi, je fasse le cours de droit pour que le juge, pour que la cour d'appel me confirme tout ça et rappelle le cours de droit. Et puis, franchement, je peux pas le faire parce que ça servira à rien et puis ça serait de la fierté mal placée. Mais franchement, tu te dis des fois, eh ben, je vais peut-être l'envoyer au premier juge qui s'est trompé et qui nous a fait perdre du temps. Ouais. Tu vois. Mais mais tu as complètement raison. C'est sa compréhension du moment, à ce moment-là, son interprétation, la qualité du dossier. Enfin, voilà, t'es un humain. Ouais, c'est un tout à l'instant T et il y a plein de paramètres qu'on maîtrise pas forcément. Juste pour avoir peut-être une idée, sans forcément peut-être de faire une moyenne, sans forcément avoir le détail de facturation d'honoraires, etc. Mais genre 2 ans de procédure avec une expertise judiciaire ou quoi, en moyenne, ça peut coûter combien? Alors, ça dépend. Je peux te donner une fourchette, mais de minimale et maximale. Parce qu'en moyenne, je sais pas, je pourrais pas te dire. Au minimum, une procédure de référé. Quand tu demandes une expertise, tu demandes au juge référé. Donc, tu vas faire une première procédure. Ça va te coûter 2 000 € hors taxe, c'est-à-dire 2 500 Ouais. TTC. L'expertise, si c'est toi qui la demande, tu vas devoir en avancer les frais. Mhm. Donc, en gros, ça va aller de 3 000, mais alors franchement, Petite expertise. petite expertise est très 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 rare du coup, jusqu'à des fois des expertises qui... J'en ai une, elle est à 100 000 €. Ouais, ok. Donc là, après, on est sur des gros chantiers là, du coup. Oui, oui, gros chantier. Mais voilà, donc déjà pour des particuliers, j'ai déjà vu des expertises à 10 000. Ok. Ouais, donc déjà, aller C'est mettre chaud. 2000 balles d'avocat, donc 2500 balles d'avocat, allez, on va dire même 6-7 000 € d'expertise, c'est déjà un budget au moins de 10 000. Et là, tu as juste ton expertise, tu n'as encore pas de décision, tu n'as rien du tout. Là, pour l'instant, tu as juste fait ton expertise de qui est-ce qui est responsable de quoi. Exactement. Sachant que à tout moment, tu peux quand même revenir sur la sphère des négociations, tu vois. Mais ça veut dire que il va falloir, pendant que tu protocoles, il faut que tu puisses dire, ok, ben moi j'ai mis tant sur la table, donc qui c'est qui me rembourse? Mhm. Et si tu n'arrives pas à protocoler, il va falloir remettre au minimum 2 000 € hors taxe d'avocat pour aller chercher le tribunal qui, cette fois, va décider. Au minimum, parce que là, tu rentres dans des procédures potentiellement au fond, il peut y avoir des Alors, échanges on est d'arguments, d'accord. etc. Et où tu peux Ouais, être je quand dis même au à plus, quoi. minimum, effectivement, parce qu'après, tu as deux manières de facturer. Euh, Tu as une manière qui est de dire l'avocat facture à l'heure de prestation. Euh, je peux pas te donner de moyenne, mais enfin, parce que voilà, l'honoraire est libre, mais je On est pense au que moins dans les 200 raisonnablement, euros de l'heure, hein, les avocats à 200, faut 250. se dire 200. Raisonnablement, faut compter 200 € de l'heure, hors taxe. Tu vas en avoir qui sont peut-être à 170, 175, enfin bref, tu es quand même dans ces eaux-là. Le truc, c'est que une presta qui est à l'heure, à un moment donné, tu perds ton client. Enfin, je comprends pas comment il peut être rassuré là-dessus. Euh, Il y a la possibilité de faire un forfait en disant bah, je vais bosser pour à peu près 10 heures, mais à peu près 10 heures de sûr. C'est-à-dire, je sais qu'il y a une assignation à faire, il va y avoir un jeu de conclusion à faire, c'est-à-dire des arguments en réponse à ceux de l'adversaire. Je vais les inclure dedans, par exemple. En gros, une procédure qui se passe bien, c'est 2 000 € hors taxe. Une procédure où il y a des imprévus, c'est-à-dire ce qu'on appelle un incident de procédure. Bah, typiquement, quand moi, mon confrère me reprochait de ne pas demander correctement les choses dans mon assignation,
il a fallu faire ce qu'on appelle un incident. Donc, aller chercher un autre juge en parallèle du premier pour dire non, il a raison, non, c'est moi qui ai raison, etc. etc. Donc, tu Et, rajoutes encore. et là, tu rajoutes. Mais Bah tu ouais, rajoutes au forcément, ouais. forfait, parce que si tu Ouais. rajoutes à l'heure, ça te fait 200, 400, 600, enfin, au bout d'un Ouais, mais moment. en gros, la note, elle est quand même ultra salée. Et pendant ce Ça peut être salé. En fait, temps-là. c'est salé par rapport aux 2000 € hors taxe de base. C'est salé quand la procédure, elle s'envole dans les imprévus. Ouais. Et oui, mais comme quand on est dans le conflit, le job de l'avocat en face, c'est d'essayer d'avoir aussi, C'est entre ça. guillemets, des imprévus, en tout cas de soulever des choses pour essayer aussi de ralentir ou C'est quoi. ça. Ça peut vite coûter cher, alors qu'une médiation, par exemple, une Alors médiation, qu'une ça peut médiation coûter combien, tu vois? une médiation, je crois que mes clients, en plus, c'était divisé par 2 puisque c'était Ça ferait 50-50 partager, entre ouais. l'adversaire, voilà. Ça a coûté 1000 balles. Non, mais t'imagines? Enfin, c'est un truc de fou. Alors que médiation, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est un peu ce que j'ai envie de faire ressortir aujourd'hui, c'est de se dire, OK, nous, il y en a, non, mais par principe, je lâcherai rien. Non, mais il y a pas de problème, par principe, on lâche rien. Par principe, vous voulez pas faire une concession ou quoi. Mais en fait, si on part pour 2 ans, 3 ans de procédure, une expertise, des frais d'avocat, ça va vous coûter peut-être 10, 15 000 balles pour 2 ans avec, on n'est pas sûr qu'on obtient gain de cause, vous serez remboursé en partie. Alors après, ils me disent, oui, mais du coup, si je gagne, les frais d'avocat, ils seront pour moi, en gros, la partie en face, ça sera condamné. Oui, mais enfin, déjà pas forcément à tout. Encore faut-il aussi qu'elle soit solvable en C'est face, ça. parce que ça Complètement. aussi, on n'est pas sûr. Complètement. Et du coup, je trouve qu'il y a un aléa et un risque hyper important. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va casquer pour les frais de procédure et pour les frais d'avocat. Ouais. Ça, il n'y a pas de doute. Alors Ouais. qu'en amiable, concrètement, si on arrive à... Même si on fait une concession, OK, on va peut-être renoncer à 3 à 4 000 €, mais mis dans la balance de tout ce qu'on va devoir débourser pour une procédure qui va durer hyper longtemps, bah, des fois, il vaut peut-être mieux renoncer à quelque chose tout de suite et être sûr d'embaucher quelque chose tout de suite, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment la politique que j'ai au maximum. Et là, ce que tu me dis, ça me conforte quand même beaucoup là-dedans, quoi. Et en même temps, tu vois, c'est hyper l'amiable est un exercice difficile, surtout pour un avocat, parce que bon, déjà, je crois que c'est pas donné à tout le monde de manager des discussions amiables. Oui. Enfin, tu vois, Ah oui, c'est un métier. faut être C'est un formé, métier, je suis etc. d'accord. C'est carrément un métier. Il faut avoir la fibre pour ça. Moi, je me pose franchement la question de passer la formation de médiateur parce que ça m'a vraiment inspiré, tu vois, cette expérience de médiation. Parce que je pense que c'est vraiment pour moi. Mais à côté de ça, il faut avoir bien en tête que c'est très, très énergivore. Donc, il faut se dire, OK, on fait de l'amiable pour 6 mois. Si on n'y arrive pas, on part en Bien procédure. sûr, mais Tu vois, il faut te d'ailleurs, faire mais d'ailleurs, les procédures amiables, elles sont toujours bornées dans le temps. C'est-à-dire que souvent, des médiateurs, pour avoir échangé avec certains, ils disent de toute façon, on se rend très vite compte de est-ce qu'on va réussir à avoir un accord ou pas. Et souvent, les médiateurs, d'ailleurs, et ça, des fois, les clients, ils ont du mal peut-être à le comprendre, c'est que c'est pas forcément des experts du métier. Parce que leur but, c'est pas forcément d'aller apporter un éclairage nouveau sur l'expertise métier, mais c'est d'arriver à faire discuter les gens et à les faire trouver un accord. Et on est dans du 100% presque relationnel. Ouais. Et finalement, si on arrive à trouver un accord, presque la matière, on s'en fiche. Enfin, Ouais. je dis presque parce que bien sûr, il faut avoir un minimum de notions, mais c'est pas ça qui va être le plus important. Le plus important, ça va être d'arriver à mettre les personnes autour de la table et à les faire discuter ensemble, quoi. Ouais. C'est ça. Trop bien. Écoute, Clémentine, je pense qu'on va en rester là. Il y avait la retenue de garantie que je voulais potentiellement aborder, mais je suis pas sûre qu'on ait beaucoup de temps pour ça. Donc, on va peut-être s'en arrêter là. Par contre, c'est un épisode qu'on réserve, qui va être animé Oh, le jeu de mots. par une de tes consoeurs et amies communes. Ah, ça commence par un A. Ça commence par un A et ça finit par un D, et elle s'appelle Maître Astrid Guilleré, qui m'a déjà dit un oui de principe. Alors maintenant que je le dis, elle est obligée. Elle a plus le choix. Elle n'a pas le choix. Voilà, elle n'a plus le choix. Il n'y a pas moyen, tu le fais aussi. Il n'y a pas le choix. Elle va venir nous parler donc des retenues de garantie, parce qu'il y a quand même beaucoup à dire là-dessus aussi. En tout cas, merci beaucoup. On retient donc que la réception de chantier, c'est vraiment hyper important, et ça vient servir la relation client et sécuriser le chantier, sécuriser votre client, et vous sécurisez vous en tant qu'artisan. Et en cas de problème, amiable au maximum. On arrive à faire des concessions dans le but d'éviter d'exposer des frais, du temps et de l'argent. Super, Clem. Merci. Pas de rien. Maître Robert. Merci à toi. À C'était bientôt. cool. Ouais. Bye.